Sonia. Bonjour Ma. Et bienvenue dans Je pensais que j'étais la seule. Merci. Je suis vraiment ravie de t'accueillir ici aujourd'hui parce que je trouve que tu as une histoire extraordinairement inspirante, même si ça me saoule d'utiliser ce terme de inspirante. Et en vrai, c'est ça, quoi. C'est ce que ton histoire m'inspire. Donc vraiment, je suis ravie que tu sois là. Est-ce que tu veux nous dire déjà comment est-ce que tu te sens aujourd'hui ? J'ai une semaine assez longue, donc je suis très fatiguée, mais je suis contente d'être là. Super. Eh bien, puisque tu as la parole, je te laisse te présenter, nous dire un petit peu qui tu es. Alors, je m'appelle Jordania, je suis professionnelle de l'herboristerie, donc je suis spécialisée dans tout ce qui est plantes médicinales, conseils nutritionnels, hygiène de vie. J'ai eu un magasin et actuellement, je relance une entreprise dans le cadre de la formation et de l'accompagnement des personnes dans le cadre des maladies chroniques, mais plus particulièrement pour les femmes et les problèmes de santé chronique féminins plutôt. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, Exactement. puisque tu es là pour partager avec nous, déposer ici bien ton parcours. Carrément, oui. Tu fais une tête de déterminée et c'est bien. On va déposer. On va déposer, tout à fait, sur ton parcours de diagnostic d'endométriose, en sachant que l'endométriose, en moyenne, il faut 7 à 10 ans pour avoir un diagnostic. Donc, quand tu es prête, dis-nous un petit peu comment ça s'est passé pour toi. Quand est-ce que ça a commencé ? Quand est-ce que tu t'es rendu compte que la façon dont tu avais tes règles, quelque part, n'était pas normale ? Ouais. Alors, l'endométriose, je sais pas, peut-être c'est intéressant d'expliquer rapidement ce que c'est. Donc, c'est une maladie qui se manifeste par des douleurs assez importantes, en particulier au moment des règles, et qui se caractérise par le fait que l'endomètre, donc le tissu qui tapisse l'utérus, normalement, se trouve en dehors de l'utérus. Et donc, c'est une maladie inflammatoire très douloureuse. Et moi, j'ai commencé à avoir des symptômes aux alentours de 17-18 ans, qui étaient des symptômes assez particuliers, qui n'étaient pas des symptômes classiques de l'endométriose, c'est-à-dire j'avais pas forcément des douleurs de règles au niveau du bas-ventre, mais j'avais particulièrement des douleurs respiratoires. Donc, j'ai une endométriose assez importante, assez sévère, et qui touchait des zones qui, du coup, donnaient des douleurs assez particulières. Mais donc, j'ai commencé à avoir des douleurs, et effectivement, la seule chose que j'avais remarqué, c'est que ça s'aggravait au moment des règles, quoi. C'était assez évident que c'était à ce moment-là que ça faisait mal. Donc, j'ai commencé à avoir mal à 18 ans et j'ai eu mes premières grosses crises à 19-20 ans. Et à cette époque-là, j'étais en France. Je me rappelle cette première grosse crise. C'était assez impressionnant parce que je me suis évanouie de douleur, mais dans mon sommeil. Donc, c'était un peu étrange parce que je me suis rendu compte que je me suis réveillée avec une douleur viscérale assez intense. Je pense que la seule comparaison que je pourrais faire, c'est des coups de poignard dans le ventre. Et en même temps, c'était tellement intense que je me suis évanouie. Wow. Et je me suis réveillée, je me suis réévanouie, mais j'étais toute seule. Et donc, à un moment donné, j'ai trouvé la force d'appeler un taxi quand ça s'est un petit peu calmé. C'est-à-dire, je continuais à avoir mal, mais j'avais plus ces douleurs aiguës qui me faisaient tourner de l'œil, quoi. Donc, j'ai réussi à appeler un taxi qui m'a amené. J'ai demandé à être amenée en urgence à l'hôpital le plus proche. Et donc, évidemment, comme beaucoup de femmes qui ont l'endométriose, quand j'ai été prise en charge, on m'a fait une échographie. On m'a dit, mais enfin, madame, vous êtes constipée, c'est tout. Waouh. Chez vous. Donc ça, c'était ma première grosse crise, mais à ce moment-là, j'ai pas eu de diagnostic. Et puis, j'étais à Paris à ce moment-là, et puis quelques mois plus tard, j'étais à Lille. Et là, j'ai de nouveau eu des symptômes pour lesquels je me suis rendue à l'hôpital. Ça, c'est très courant dans le parcours de l'endométriose. On se retrouve à faire des allers-retours dans les hôpitaux parce qu'on est dans des douleurs où on se dit « je vais mourir ». En fait, il y a quelque chose qui est vraiment très grave. J'ai très, très, très mal. Et donc, il faut que j'aille à l'hôpital. C'est pas juste « oh là là, je vais mettre une bouillotte et ça va passer ». Et rebelote, j'ai eu un examen à ce moment-là quand même gynécologique, mais qui était assez brutal. D'ailleurs, j'ai toujours vu une image qui, quelque part, est un petit peu... Avec le recul, c'était assez comique. Mais donc, j'ai eu un examen qui s'appelle une échographie endovaginale. C'est un examen intime où on est à l'intérieur du vagin, mais... Disons que la délicatesse n'y était pas, et donc j'ai eu très mal en fait pendant l'examen parce que le gynécologue passait la machine de gauche à droite sans énormément de délicatesse, et donc je lui disais mais ça fait mal, et il m'a dit mais non. Et j'étais comme bah si en fait, et je vais faire l'hélicoptère moi aussi dans tes affaires, et puis on va voir si ça fait mal ou pas. Attends. Donc un homme. Oui. Ok. Ah oui. Te fait passer cet examen. Donc oui, c'est avoir la sonde dans le vagin. Ouais.
Et il est occupé à faire l'hélicoptère. Ah bah, il va de dedans. gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite pour aller voir les ovaires. Et donc, je lui dis que ça fait mal, quoi. Et donc, oui, effectivement, moi, j'ai vraiment cette image de. Je lui dis que ça fait mal, il me dit mais non. Et je me suis dit, mais enfin, si moi, je te fais l'hélicoptère dans l'anus, est-ce que. Voilà, on peut comparer, quoi. Mais c'était hyper violent. Mais enfin, vraiment, avec le recul, ça m'a fait un peu rire quand même l'image que je me suis faite parce que je me suis dit, mais il est malade, quoi. Il a arrêté. Par contre, je suis revenue à la maison, j'ai continué à avoir mal et j'ai eu des saignements, quoi. Donc, en fait, c'était pas juste, ça fait un peu mal. Bon, allez, après, on a découvert que j'avais quand même des kystes. Et donc, probablement que l'examen était tellement brutal que ça a fait... Donc, c'est des kystes qui peuvent avoir tendance, s'il y a des mouvements, à se percer un petit peu. Ce sont ce qu'on appelle des endométriomes, donc des kystes qui sont localisés au niveau des ovaires et qui sont remplis de sang. Et donc, s'ils se percent, bah, ça peut saigner et ça fait extrêmement mal aussi. Voilà, donc ça, c'était ma deuxième expérience et j'ai pas eu non plus de diagnostic à ce moment-là, mais comme j'étais sur le point de retourner à Bruxelles, j'ai été référée à une gynécologue sur Bruxelles. Elle a refait un examen et à l'issue de cet examen, elle m'a dit je sais pas, c'est peut-être l'endométriose, mais vraiment, elle avait du mal, elle l'a dit, mais on sentait qu'elle avait pas du tout envie d'y aller, quoi, sur ça. C'était il y a combien de temps? Alors ça, j'avais 20 ans. Donc moi, j'ai commencé à avoir les premiers symptômes, mais ensuite, vers 20 ans, j'ai vraiment eu cette accumulation en une année de crises très, très intenses. Donc c'était quoi, il y a une vingtaine d'années? Alors oui, là, j'ai 38 ans, donc 18 ans. Ok, d'accord. Donc avant qu'on en parle un petit peu plus dans les médias, quoi. Donc elle était un petit peu réfractaire à aller sur ce terrain-là. Ouais, j'ai senti, je comprenais d'ailleurs pas pourquoi, parce que je me disais, mais... si on a une piste, on la creuse, en fait. Donc, je sentais vraiment que, personnellement, ça lui posait un souci. Alors, je ne sais pas, je suis pas dans sa tête, je sais pas ce que ça impliquait pour elle. J'étais juste étonnée, ça m'a fait tiquer le fait qu'elle soupçonne une pathologie et qu'en même temps, parce que ce qu'elle m'a dit, c'est peut-être l'endométriose, mais enfin, c'est pas sûr, du coup, je vous conseille de prendre la pilule. Et j'étais comme, oui, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce que c'est l'endométriose? On verra. Enfin, en fait, en gros, elle soupçonne un diagnostic, mais elle pose pas les examens pour écarter ou confirmer. Et j'ai trouvé ça très incohérent. Et donc, en sortant de ce rendez-vous, j'en ai parlé à ma mère qui était infirmière et donc qui est dans le milieu médical. Donc, je lui fais le débrief et je lui dis, elle m'a parlé d'endométriose. Moi, à ce moment-là, je connais rien de tout ça. Hein, donc, je relate juste ce qui s'est passé à ma mère. Et tout de suite, ma mère, pareil, elle a ce truc de « Ah ». Et là, elle me dit « Ah, si c'est de l'endométriose, ça, c'est chiant. » Elle me cite. Okay. Et sauf que ma mère, c'est ma mère. Et donc, elle, du coup, elle a dit « Ok, écoute... Elle travaillait à l'époque dans un hôpital universitaire et qui était Erasme. Et donc, il se trouvait qu'à l'époque, à Erasme, il y avait un service qui était réputé pour le suivi de l'endométriose. Et donc, elle m'a dit, on va tout de suite prendre un rendez-vous dans ce service-là et checker, quoi. Donc, elle a fait un peu, finalement, le job de la gynéco, qui était au moins de référer, de pousser les examens. Donc, on a pris les rendez-vous et effectivement, le diagnostic a été posé à ce moment-là assez rapidement pour une endométriose sévère. Et quand on dit sévère, ça veut dire que cet endométriose qui se trouve en dehors de l'utérus, en fait, touchait toute la cavité viscérale, enfin tout l'abdomen, donc tous les organes quasiment étaient touchés par des lésions extérieures, des adhérences entre les organes, ce qui créait des douleurs intenses, et jusqu'au diaphragme. Donc le diaphragme, c'est l'endométriose diaphragmatique, c'est 5% des endométrioses, et c'était ça qui faisait que j'avais des difficultés respiratoires, en fait. Mais alors, moi, dans tout mon malheur, en fait, le diagnostic a été posé hyper vite, en fait. Mais c'est ce que j'allais dire. Finalement, c'est quoi la durée de temps ici, la timeline entre cette nuit où tu te réveilles, donc toi, tu es une Belge en France pour faire tes études, tu te réveilles dans ton sommeil, tu t'évanouis, tu te réveilles, tu t'évanouis. Entre ce moment-là et ce rendez-vous à Erasme, grâce à ta mère qui est infirmière et donc qui a ce capital de connaissances et ce réseau, finalement, pour te faire rentrer quelque part, il y a 18 ans de ça, quand on n'en parlait pas, il y a 18 ans de l'endométriose. Il se passe combien de temps? Il se passe quelques mois. Il se passe vraiment moins d'une année. Wow. 9 mois, je pense, dans ces eaux-là. Je crois que j'ai ma première, la fameuse première crise avec évanouissement, c'était début de l'année, vers mois de mars, dans ces eaux-là. Ensuite, à Lille, on est l'été et je rentre sur Bruxelles début septembre. Donc, on a vraiment un déroulé assez rapide à ce moment-là. Encore une fois, mais vraiment parce que, coup de bol, ma mère m'oriente dans la bonne direction, alors que la gynéco ne l'avait pas fait.
C'est ça. Ça, c'est un premier. Enfin, entre l'autre qui fait l'hélicoptère, enfin, et la première qui me dit que je suis juste constipée et qu'enfin, rentrez chez vous, madame, pourquoi vous nous. Vous nous embêtez aux urgences. Voilà. Et donc, ouais, à ce moment-là, j'ai 3 expériences de médecins qui ne font pas finalement un accompagnement. En tout cas, moi, je me sens pas accompagnée. On refuse d'aller vers des examens ou de prendre en considération. J'ai ce sentiment que. Ta douleur n'est pas écoutée. Oui, par plusieurs expériences différentes, mais ouais. Et donc oui, j'ai la chance d'avoir ma mère, quoi, à ce moment-là, Ouais. qui prend le lead et qui m'oriente vers les bons trucs. Donc effectivement, c'est une expérience que peu de femmes qui ont l'endométriose peuvent connaître. Tu sais quoi, Jordania? Je viens d'avoir un souvenir, là, maintenant, tout de suite. Parce que du coup, moi aussi, j'ai de l'endométriose et j'ai une endométriose sévère. Et je me souviens, donc, la première fois que j'ai eu mes règles, j'ai été opérée parce que j'ai eu un kyste hémorragique du corps jaune, donc la fin du cycle. Et maintenant, je viens de me souvenir à l'instant que lorsque j'étais étudiante, j'avais extrêmement mal et j'étais allée voir mon médecin pour lui en parler. Et j'étais sous le pilule et il m'a dit, mais vous savez, votre pilule, elle est microdosée. En vrai, vous pourriez la prendre en continu. Oh, et je viens de percuter que, au début, j'étais assez réfractaire. Finalement, mes études et puis la vie étudiante que j'avais, et ensuite la vie professionnelle que j'avais, j'ai commencé à la prendre en effet en continu, avec cette idée que, en fait, c'était mon choix. Enfin, que c'était mon choix. Or, ça peut pas être mon choix. Enfin bref, je vais décanter ça. Je viens juste d'avoir cette réalisation horrible, en fait. Ok. Que pendant 20 ans, j'ai pris la pilule en continu en pensant que je venais d'avoir l'idée du siècle, quand en fait, là, en t'entendant te dire que tout ce qu'on pouvait te proposer, c'était de prendre la pilule de la deuxième personne que tu as vue, je suis en train de me dire, ce médecin, en vrai, il me l'a fait à l'envers. Il m'a fait croire que... Mais waouh, et c'était en France aussi, tu vois. Donc certainement qu'il y avait quelque chose autour de ne pas vouloir poser le mot endométriose sur la maladie. Parenthèse refermée. Ok, c'est aussi pour ça qu'on fait le podcast. C'est Ah pour ouais, éveiller des ouais. choses les unes chez les autres et se rendre compte que nos expériences ne sont pas individuelles, mais qu'elles sont dans un continuum, en fait. Mais de toute façon, si je peux rebondir sur ça, c'est quand même aussi classique, et c'est pas qu'en France, en fait, le traitement par la pilule, qui n'est pas un traitement, puisque de fait, ça ne soigne pas, ça met juste en pause C'est ça. le système hormonal. Or, c'est une maladie qui réagit au flux, au fonctionnement hormonal, au cycle hormonal, masque simplement la maladie. Et donc moi, dans mon parcours, on me l'a proposé à plusieurs reprises, sauf que quand j'ai été diagnostiquée, je prenais la pilule depuis mes 13 ans. Et donc, en fait, quand on m'a dit « prenez la pilule, ça ira mieux », j'ai fait « Non, alors par contre, en fait, moi, je viens d'être diagnostiquée et j'ai pris la pilule. » Pas en continu, mais voilà, de manière normale, mais je la prenais. Et donc, moi, quand on me disait l'argument du « Oui, mais avec la pilule, ça ira mieux », j'ai fait « À quel moment ça a prévenu la maladie ?» Et donc, en quoi ça régulerait la maladie? Ça ne m'a pas empêché de l'avoir, la maladie. Parce que j'avais cette expérience aussi, qui me démontrait par A plus B que ce qui me proposait et me présentait comme étant une solution était plutôt un cache-misère. Alors, je suis un petit peu quand même bold et un petit peu... rebelle dans l'âme, et donc moi, quand on dit des choses qui ne tiennent pas la route, déjà je me prends un malin plaisir à faire l'inverse, en tout cas à faire quelque chose qui me paraît tout à fait cohérent et à le faire savoir. Et donc je leur ai dit, en fait, là, ce que vous me proposez, c'est pas cohérent, et si c'est juste une question de dire on met le couvercle sur la maladie et on réduit les symptômes, moi, en fait, les symptômes, je les perçois finalement plus comme un red flag, comme un warning de mon corps qui me dit il y a quelque chose qui va pas. Et j'ai aucune envie de faire comme si ça n'existait pas, parce qu'en fait, ça existe. La douleur est un système d'alerte. Exactement. Et donc moi, ça, c'était vraiment volontaire de plus prendre la pilule, parce que je me suis dit, on ne sait pas ce que j'ai. En tout cas, bon, évidemment, après, quand j'ai eu le diagnostic, on m'a présenté le diagnostic, la maladie, en disant, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas la soigner, vous aurez mal toute votre vie. Quand vous voudrez des enfants, il faudra passer par une PMA si vous n'y arrivez pas après 1 an. Et ne vous plaignez pas, vous n'avez pas le cancer. Par contre, on peut vous proposer la pilule, ça ira mieux. Et là, t'es comme, ouais, alors comment te dire, vu que tu me donnes à peu près aucune option, je vais essayer d'un petit peu comprendre ce qui se passe dans mon corps par moi-même, et à minima, regarder ailleurs, c'est pas dans mes stratégies à moi de survie, en tout cas. Waouh! Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Donc, on te dit, on ne sait pas d'où ça vient. Ça, c'est assez, mais c'est assez rare, j'ai envie de dire, quelque part, parce qu'on ne sait pas. C'est pas souvent des choses qu'on entend dans le corps médical, même si moi aussi, on me l'a dit, par manque de recherche. Tu vas souffrir toute ta vie. On t'a dit, tu vas souffrir toute ta vie.
Ah ben oui, c'était vous allez avoir mal et il faudra prendre des anti-inflammatoires. Par ailleurs, je tiens à préciser qu'on m'a dit littéralement, et j'avais 20 ans à ce moment-là, on était en 2007, on m'a dit il va falloir prendre des anti-inflammatoires. J'ai appris 6 ans plus tard, au hasard, par une pharmacienne, qu'en fait, on ne pouvait pas prendre des anti-inflammatoires en continu comme je le faisais. Puisqu'évidemment, à la suite de ça, j'avais mal tout le temps. Et bon, j'ai pas pris la pilule, mais j'ai quand même pris des anti-inflammatoires. Or, c'est une prescription médicale, c'est-à-dire on m'a annoncé que j'allais avoir des anti-inflammatoires toute ma vie sans me dire comment les prendre, sans même ça, quoi. Je veux dire. Donc, il n'y a pas eu on t'a donné une ordonnance sans accompagnement, quoi. Voilà, et sans explication sur le fait que prendre des anti-inflammatoires dans la durée, ça avait aussi des conséquences sur l'organisme, que ça avait des effets secondaires, que c'était pas pensé pour être pris en continu. Donc moi, pendant des années, j'ai pris plusieurs fois par jour 600 mg d'ibuprofène, alors que ça peut flinguer le foie, l'estomac, voilà. Alors, j'ai pas eu les problèmes, heureusement, mais... Et que moi qui ai une maladie inflammatoire, pour le coup, j'ai pas le droit de prendre de l'ibuprofène. Il faut prendre du paracétamol, voilà, s'il faut, mais pas de... Ok, waouh. Et sur les enfants, parce que pareil, tu vois, donc cette première fois où j'ai mes règles à 14 ans, je me fais opérer, je suis dans ce lit d'hôpital, ma mère est à côté de moi, et le chirurgien regarde ma mère et lui dit... Il venait de me sauver la vie, hein. Donc il lui dit « Heureusement que vous avez emmené votre enfant parce que 2 heures plus tard, elle n'était plus là. Donc kyste hémorragique. » Et il lui dit « Mais vous inquiétez pas, elle pourra avoir des enfants. » J'ai l'impression que des fois, quand il s'agit des femmes, c'est une obsession pour le corps médical de nous dire « Vous allez pouvoir avoir des enfants. » Et donc on te dit « Si tu veux avoir des enfants à 20 ans, il faut que tu te décides tout de suite, quoi. » Bah oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que moi, c'était plus... tardez pas à faire des enfants, un chop-chop. Moi, j'ai vraiment eu ce sentiment du chop-chop. Il va pas falloir perdre du temps, hein. Et là, j'étais comme, ok, mais moi, tu viens de m'annoncer que j'ai 20 ans. J'ai pas encore entamé cette partie-là de ma vie. Je sais pas quand est-ce que... Genre, je voulais des enfants, mais j'ai 20 ans. C'est donc, ça. en fait, c'est pas encore... C'est un projet, mais j'ai pas encore rencontré la personne avec qui j'ai envie de le faire. J'ai pas encore... j'ai plein de choses à faire dans ma vie. Mais c'est ça. Et là, on me dit juste, chop, va falloir se reproduire vite, hein, parce que sinon, PMA. Et là, j'étais comme, what? Et effectivement, cette litanie, elle s'est achevée par... donc, le médecin avait un grand sourire, c'était quelqu'un d'assez arrogant. Et il est parti avec un grand sourire en me disant, bah allez, vous inquiétez pas, hein, tout va bien se passer, vous avez pas le cancer. Waouh. Et là, t'es comme, ok, bon, bah visiblement, je peux même pas me plaindre. C'est ça. Parce que je vais pas mourir, donc... Et vraiment, ça m'a soufflé. Ça m'a soufflé. Ça a été un choc extrêmement violent. Parce que ça, c'était le diagnostic officiel. Jusqu'à ce moment-là, on était en train de dire c'est peut-être ça, mais peut-être pas. Et là, j'ai juste la première... le diagnostic est posé. Et la seule chose qu'on me fait comprendre dans ce diagnostic, c'est que je vais il n'y a pas de solution. En fait, on me pose un problème, on m'offre aucune solution, aucune aide, aucun accompagnement. Et la seule injonction que j'ai, c'est de me reproduire assez vite, quoi. Il y a un autre point qui m'a énormément choquée, parce qu'évidemment, ça a été très violent, mais jamais on m'a proposé un accompagnement psychologique. C'est ce que j'allais dire, ouais. Voilà. Alors, sur le coup, je suis pas sûre de l'avoir pensé, mais quelques années plus tard, avec le recul, je me suis rendu compte de tout ce que j'avais vécu, je me suis dit, mais s'il y a aucune solution, si on sait pas d'où ça vient, si on sait pas où ça va, j'allais dire, la moindre des choses, c'est de dire, on peut au moins peut-être, c'est pas facile comme situation, peut-être que vous aimeriez consulter je veux dire, je lui demandais même pas une adresse, mais à minima, d'ouvrir ce champ-là en disant, c'est une possibilité, restez pas comme ça, enfin, c'est pas facile à apprendre quand on a 20 ans, n'hésitez pas à demander de l'aide, voilà. Donc, je me suis vraiment sentie comme étant dans l'interdiction de me plaindre. Voilà. Oui, c'est pas le cancer. Donc, tu vas pas mourir. Mais par contre, hop, ma petite pondeuse, hein, va falloir s'y mettre, quoi. C'est ça. Wow. C'était d'une violence... Et c'est pas fini. Oh là là, c'est pas... Ok. Qu'est-ce qui se passe après ? Qu'est-ce qui se passe après ? Et donc, étant donné la gravité de mon état, parce qu'en fait, j'avais des douleurs qui étaient continues, et c'était des douleurs, comme je dis, c'était pas que au niveau d'ailleurs des règles, parce qu'entre-temps, les douleurs s'étaient encore aggravées. Donc, j'avais des crises qui, pour le coup, un petit peu similaires à la première que j'avais eue, où je m'étais évanouie à plusieurs reprises. Et là, ça me mettait, en fait, c'était comme, bon, je pense peut-être pour des femmes qui ont déjà eu des enfants, c'est des douleurs similaires à des contractions, voilà. Okay. Sauf qu'on n'a pas les hormones de la grossesse ou de l'accouchement qui permettent de... Ouais. Et donc, c'était vraiment comme des spasmes, vu que j'avais des lésions, donc des adhérences qui bloquaient mes organes les uns... normalement, les organes glissent les uns sur les autres. Les intestins glissent les uns sur lui-même, sur le foie, etc. Or, moi, tous mes organes étaient collés les uns aux autres. Et donc, quand il y avait un spasme,
tout mon abdomen était... c'est pour ça que je parle vraiment d'une contraction abdominale qui m'empêchait de respirer, qui m'empêchait de bouger, de me lever, etc. Et donc, je pouvais passer... respirer. Ouais. Donc, j'avais vraiment je devais respirer en hyperventilation, une toute petite un filet d'air que j'arrivais à avoir. Et évidemment, du coup, je pouvais rien faire et ça pouvait durer 2-3 jours. Je me rappelle de crises où je suis passée 2-3 jours au lit comme ça, avec cette douleur qui ne s'arrêtait pas. Donc, c'était pas que j'étais juste fatiguée, j'avais une douleur... T'avais un peu mal, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai aussi une bonne résistance à la douleur, il faut le dire, parce que je pense qu'en plus, à force, ton corps commence à s'habituer, à arrêter d'envoyer des signaux, quoi. Il se dit, bon, apparemment, c'est la nouvelle norme. Mais tu sais que la douleur, en fait, ça retravaille le chemin neuronal de la douleur, en effet, quand tu la ressens en continu. Moi, j'ai eu ça et du coup, je me suis penchée sur la question. Ouais. Et en fait, la douleur, ça reprogramme ton cerveau. Et en effet, quand... au bout d'un moment, ton corps et ton cerveau, ils ont l'habitude, ils se disent, ok, bon, on va bouger le curseur là-dessus, quoi. C'est ça, voilà, ouais. Et effectivement, ouais, moi, j'ai appris à gérer ça, quoi. Et d'ailleurs, sans m'en rendre compte, j'ai fait de l'auto-hypnose parce qu'en fait, c'était la seule façon que j'avais de traverser ces périodes de douleur, puisqu'à part prendre des anti-inflammatoires... de traverser... J'avais pas le cancer, donc j'allais pas à l'hôpital. Donc, il me restait que de rester dans mon lit et de m'évader, de penser à autre chose, enfin, vraiment de faire ce que j'ai compris après, qui était de l'auto-hypnose, sans m'en rendre compte, quoi. Et tu nous dis donc que ça s'est pas arrêté là ? Justement, du coup, j'étais dans ces douleurs-là. Donc, évidemment, l'opération, elle était inévitable. Et donc, ce fameux médecin qui me posait le diagnostic dit, voilà, je vais vous opérer. Je vais vous opérer. Ouais. C'était très sûr de lui. Hein. Et donc, il me dit, je vais vous opérer. On programme une opération. Et il me présente, donc, alors, je lui avais dit que je refusais la pilule, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, mais aussi en disant, écoutez, vous me dites qu'on pense que c'est lié à des perturbateurs endocriniens. Bon, la pilule... en est un d'une certaine façon, même si c'est un perturbateur contrôlé, mais c'en est un malgré tout. Et du coup, je suis pas, et étant donné que je l'ai prise, je vois pas en quoi elle est protectrice. Donc ça me met pas confo cette solution-là, donc on va pas le faire ça. Donc déjà, j'exprime un petit peu mon inquiétude par rapport aux traitements hormonaux et au fait qu'on sait pas d'où vient cette maladie et qu'on la met en lien avec des perturbateurs endocriniens, et s'il y en a bien un qui en est un, c'est quand même la pilule. Et comme tu disais, tu es déjà sous pilule depuis des années. Voilà. Donc... Et là, il me dit, oui, par contre, l'opération, vous allez devoir faire un traitement qui, du coup, est un traitement hormonal beaucoup plus lourd, qui est ce qu'on appelle la ménopause artificielle. Ça a un nom beaucoup plus technique dans le jargon médical, mais donc c'est ce qu'ils appellent de manière assez violente aussi, violente, en tout cas, quand on a 20 ans, on n'est pas prête à entendre ça. On me dit ménopause artificielle. Donc on va mettre complètement à l'arrêt le système hormonal, mais à zéro, quoi. Autant la pilule, il va contraindre le système hormonal, autant la ménopause artificielle, elle va l'arrêter. Et c'est un traitement qu'on donne aux femmes qui ont des cancers, pour le coup. On est sur des traitements lourds qu'il faut pas faire trop souvent dans la vie parce que les conséquences sur l'organisme sont sérieuses. Et donc, moi, évidemment, je suis comme, j'ai pas vraiment envie de le faire, ce traitement. On peut pas juste m'opérer. Et puis voilà, quoi. Et puis je rentre chez moi et tout va bien. C'est ça. Et là, il me dit, nouvelle violence. Il me dit, non, vous prenez pas le traitement, je vous opère pas. Donc... Wow. J'étais non seulement proposé un traitement avec lequel j'étais pas OK, mais surtout prise d'otage, quoi. Parce que moi, la douleur que j'avais, je pouvais pas dire je me fais pas opérer. Clairement, je pouvais pas. Donc, j'ai fait ce traitement parce que c'était le chantage. Je me suis vraiment sentie face à un chantage. Mais c'est un chantage. Si tu ne fais pas ça, alors il ne se passera pas ça. C'est la définition même du chantage. C'est ça. Et ça veut dire si tu ne prends pas le traitement que je t'impose, alors tu continues à vivre avec cette douleur qui, une fois de plus, va jusqu'à l'évanouissement, quoi. Ah ouais, c'était... donc, c'est d'une violence c'est incroyable. Ça. Et je rappelle, j'ai 20 ans à ce moment-là, donc je suis une gamine, j'ai pas d'expérience, ou très peu d'expérience de vie, enfin voilà, j'ai des expériences d'une gamine de 20 ans, quoi. Et ces rendez-vous, tu les fais seule ou tu les fais quand même avec ta mère ? Non, je les fais seule. Je les fais seule. Et donc, ouais, effectivement, je suis livrée à moi-même. Et alors, en plus, c'est vrai que ma maman, elle est du corps médical, mais elle est aussi, du coup, d'une génération où on questionne pas forcément les médecins. Moi, j'avais déjà, à cette époque-là, je dis que j'ai 20 ans, j'avais pas beaucoup d'expérience, mais j'avais l'arrogance pour moi. Quand on a 20 ans, alors, la jeunesse. T'as vu ? Et donc,
donc voilà, cette arrogance faisait que j'arrivais encore à avoir du répondant, mais en même temps en disant, t'as 20 ans. Et donc, il y a un moment donné où t'es limité parce que tu sais ce que tu sais pas. Et quand t'as quelqu'un qui vient et qui fait comme ça, qui joue le rapport de force du sachant vis-à-vis d'une patiente qui n'a pour elle que la souffrance comme argument, bah oui, tu sens bien qu'il y a quelque chose qui va pas, mais qu'est-ce que tu peux faire à ce moment-là? Et donc, j'accepte le traitement, je me fais opérer et le traitement suivait. Donc, tu prends le traitement, quoi. Alors, c'est une injection, en fait. Donc, c'est vraiment une injection une fois par mois d'un truc au niveau du ventre. Enfin, c'est assez, voilà, c'est pas un truc que tu prends par la bouche. À l'époque, c'était le Zoladex. Donc, il m'opère. C'est une opération pour l'endométriose assez minime. Alors, en tout cas, il passe par célioscopie ou laparoscopie. Donc, c'est 3 petits trous au niveau du bas-ventre, du nombril, une caméra, on insère des instruments. Donc, c'est considéré comme une opération plutôt légère. Et donc, il procède à cette opération. Je me réveille, il vient dans ma chambre. Et je me rappellerai toujours, parce qu'encore une fois, j'insiste un peu sur le fait que c'était quelqu'un d'arrogant, mais vraiment, humainement, c'était quelqu'un qui était difficile qui avait une communication extrêmement violente et extrêmement égocentrée, en fait. Je sentais bien que... il est arrivé dans ma chambre, il m'a dit voilà, l'opération s'est bien passée, j'ai tout nettoyé. Wow. Enfin, vraiment, c'était genre pop, 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 c'est qu'il bosse ici, quoi. Donc, moi, j'étais. Ouais, non, mais. Non, mais là, on arrive, mais oh là là. Et j'ai tellement d'empathie pour la version de toi de 20 ans. On la prend dans nos bras, là. Oh là là. C'est clair, c'est clair. Et ouais, donc bon, il me sort ça. Et vraiment, moi, à chaque fois, c'est des choses dont je me rappelle parce que sur le coup, ça me choque, quoi. Mais bien sûr. Je me dis, demande-moi comment je vais avant de te faire des petits kisses sur le biceps. Non, mais attends, mais ça y est ou quoi? Bisous, cœur. Non, mais voilà, je suis comme, ok. Very well. Poursuivons. Écoute, c'est bien pour toi. Moi, je suis là dans mon lit et je suis en PLS, quoi. C'est ça, et j'ai mal. Et donc, du coup, il me sort ça, il est très fier de lui, et puis, bon, allez, voilà, on va faire les traitements, et effectivement, bisou cœur, il se barre. Tout se passe bien, je sors de l'hôpital, je prends les traitements, et là, non seulement je fais tous les effets secondaires du traitement, donc comme c'est une ménopause artificielle, en fait, les effets secondaires, c'est les maux de tête, c'est la dépression, c'est la prise de poids, c'est les symptômes d'une ménopause, en fait, littéralement, et donc ça aussi, ça a été hyper violent pour moi, à 20 ans, de voir mon corps littéralement changer, parce qu'en fait, tu as un changement métabolique qui fait que tu as une masse graisseuse, une masse musculaire qui fond, une prise de graisse, enfin vraiment des trucs où physiquement tu vois. Donc moi, j'ai un corps d'une jeune femme de 20 ans et tout à coup, mon corps se transforme en 3 mois. Je prends 10 ans dans mon corps. Physiquement. C'est vraiment, ça a été pour moi un choc parce que voilà, l'endométriose, ça touche le système reproductif, ça fait mal quand tu as des rapports sexuels. Tu vois, toute ta féminité, toute ta capacité de séduction, tout ce qui fait de toi... On l'enferme, quoi. Ouais, on l'enferme, on le charcute. À un moment où toi, t'as 20 ans et t'es en train d'éclore, en fait. Exactement. Et que tout de suite, bim, on te... Ah ouais, non, mais j'ai même pas eu l'occasion. Hein. C'est vraiment le moment, je crois que j'ai mis un pied dehors, on m'a dit hop. Rentre ici, reviens par là. La féminité, c'est pas de la joie, ma chère. Qu'est-ce que t'as cru? Go back at home. Et donc, tu fais l'opération, juste pour être clair, tu fais l'opération et il y a quand même ce traitement à continuer à prendre derrière. Il y a quand même ce traitement à continuer à prendre derrière. Alors, certains médecins le prescrivent avant, d'autres médecins le prescrivent après. Ici, je me rappelle plus si j'en ai eu un deuxième après. Je me rappelle plus si on était à cheval sur genre, j'avais commencé un peu. Moi, de mémoire, je l'ai pris après, en tout cas. Il y avait l'opération et après, j'avais encore 3 mois de traitement. Donc, je pense que je l'ai commencé juste après l'opération. Et en fait, non seulement j'ai ces effets secondaires, mais les crises continuent. Oh mon Dieu. Et ouais. Et là, je me dis, what? Tout ça pour ça. Le gars qui a tout nettoyé, qui est rentré en mode victorieux dans ta chambre. Voilà. Et donc, j'ai des crises à ce moment-là qui sont un peu différentes. Elles sont clairement, je sens que c'est plus les mêmes. Donc, il y a des lésions qui ont été nettoyées. Donc, vraiment, physiquement, d'un autre côté, ça fait plus mal comme avant. Mais là, à ce moment-là, c'est des crises assez aiguës. C'est-à-dire qu'avant, j'avais une sorte de montée de contraction hyper violente, hyper intense, qui atteignait un pic. Et ensuite, c'est comme si ça restait contracté comme une crampe au mollet, mais qui reste comme ça pendant des heures. Là, c'était des crises beaucoup plus fulgurantes, comme des décharges électriques, en fait. Donc, c'était vraiment encore autre chose, mais c'était tout aussi violent. Et donc, évidemment, je comprends pas, quoi, parce que moi, le mec, il est venu, il en pouvait plus, il était fier de lui. C'était la victoire. C'est ça. Et puis, donc, 2-3 mois plus tard, je vais le voir et je lui dis,
j'ai des crises, quoi, j'ai toujours mal. Et là, le mec, je vois sa tête changer, genre, oui, bon, alors, vous avez une endométriose qui est sévère, donc voilà, c'est comme ça, hein, on peut pas tout récupérer. Et donc, en fait, encore une fois, il y a parlé, enfin, moi, j'avais l'impression que je remettais en question ses compétences, parce qu'il pensait qu'il avait fait le taf, et visiblement, ben non, j'avais toujours mal. Et ça l'emmerdait, quoi, ça l'emmerdait. À ce moment-là, c'était de nouveau lui le sujet. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est que c'est lui, ses compétences, et tu en train de le remettre en cause dans son ego et dans sa toute-puissance. Voilà, et donc sa réponse, ça a été de dire que de toute façon, j'avais une endométriose sévère et que c'était comme ça, et que en fait, pourquoi tu m'emmerdes, quoi? C'est de ta faute si ta maladie, elle est aussi invasive. Fallait Donc, pas être une femme. ouais, j'ai vraiment eu encore une fois ce truc du c'est pas moi, j'y peux rien, et puis vraiment, littéralement, le fait qu'on me rétorque ah bah vous avez une endométriose sévère, c'est de dire le problème vient de vous. Moi, je suis pas là pour dire que le problème vient de qui, de quoi. Je veux une solution. J'essaie de comprendre et voilà, je viens juste te dire que j'ai mal, malgré le traitement et malgré l'opération. Et donc de là, clairement, ça a été la dernière fois que j'ai vu ce type, parce que là, j'ai dit, Ouais. ok, je peux plus. C'est la énième violence. Et en fait, clairement, j'avais fait tout ce qui m'a... Parce que je suis quelqu'un de rationnel. Et donc, j'avais des freins. Il y a eu plein de choses où j'ai remarqué en amont. Et en même temps, comme je disais tout à l'heure, ce pouvoir du sachant où tu te dis, bon, je suis qui, en fait, pour... Le remettre en question à 20 ans. Voilà. Donc, j'ai souffert, j'ai subi. Ça n'a pas marché. Et là, je me suis autorisée à dire, ok, bah là, c'est la dernière fois que je vois ce type, quoi. Donc, j'ai plus été voir ce gynéco, mais je n'ai plus été voir aucun gynéco pendant 5 ans. Waouh. Ouais, et ouais. Donc, tu as une endométriose sévère, tu as fait de la ménopause artificielle, tu as 20 ans, et pendant 5 ans, tu ne vois plus de gynéco. Voilà. Et évidemment, je continuais à avoir des crises. Comment on se sent? Comment on le vit, ça? Alors, là, à ce moment-là, je suis rentrée. Bon, ça, évidemment, sur le coup, ça n'a pas été diagnostiqué, mais avec le recul, je me suis rendu compte que j'étais en dépression. J'étais. Je restais chez moi, je souffrais. J'ai vraiment, littéralement pensé qu'il aurait mieux valu que j'ai un cancer. Parce que au moins, j'aurais pu être accompagnée. Mais étant donné que la seule chose qu'on m'avait dit, c'était il n'y a pas de solution et vous n'allez pas en mourir. Enfin, et vous allez prendre des anti-inflammatoires. J'ai fait ce qu'on m'a dit quelque part, avec cette colère de dire, mais c'est pas juste. Mais en même temps, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et en même temps, j'étais super vénère, quoi. J'avais envie de tuer le monde. Mais bien sûr, quand on a mal tout le temps dans son corps, et Ah je ouais. sais exactement ce que c'est, Ouais. avoir mal en permanence dans son corps, c'est une chose que je ne souhaite vraiment à personne. C'est ça. Parce que ça change tout, quoi. Jusqu'à ta personnalité profonde. Ah bah évidemment, t'as la patience de rien, tu vois tes amis qui ont ton âge, qui ont une vie, toi t'en as pas, tu peux pas t'éclater, tu peux pas sortir, tu peux pas... Enfin, en plus, tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, donc tu sais même pas mettre ça sur le compte de... Il y a de nouveau cette absence totale d'information qui fait que tu ne comprends même pas. Je pense que quand tu comprends ce qui se passe, t'as un début de prise de contrôle ou de pouvoir sur la situation, à minima, de dire je comprends ce qui se passe dans mon corps. Là, voilà, on est dans ce no man's land où il y a pas d'explication, il y a pas de solution, et ta vie, ce sera de la souffrance. Et puis ce médecin qui dit je ne sais pas, ou en tout cas, c'est même pas. Je crois que moi, ce qui me gêne aussi dans l'aspect patriarcal du système de soins, c'est il y a 3 choses qui sont essentielles à toute communication humaine, qui est de dire je ne sais pas, parce que c'est faire preuve d'humilité intellectuelle, qui est de dire j'avais tort et je suis désolée, et ça c'est faire preuve d'intégrité intellectuelle. Ouais. Et il y en a une qui est de l'ordre de explorons, quoi. Ouais. Et quelque chose de la curiosité intellectuelle. Et en fait, il n'a démontré d'aucune de ces 3 choses-là. Une fois de plus, quand on peut supposer quand même que s'il a fait médecine, c'est pour aider les gens, et plus particulièrement les femmes, puisqu'il est devenu gynéco-chirurgien. Effectivement, on peut supposer, mais apparemment, il y a d'autres motivations. C'est ça. En tout cas, il doit y en avoir d'autres, parce que c'était pas pour ça. Après, est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est l'habitude, au bout d'un moment aussi, de fonctionner dans une façon, on se rend même plus compte de la violence qu'on inflige dans le cadre médical? Parce que voilà, là, je te parle de ce monsieur, mais... il n'y avait pas que lui. Il n'y avait pas que lui. Comme j'ai expliqué, j'ai eu plusieurs personnes du corps médical avant ça qui ont été... dans une certaine brutalité humainement, que tu n'aies pas l'information, voilà, mais
Dans la brutalité physique, on te fait... brutalité on ajoute à ta douleur, en fait. Oui, et puis morale, quand je dis que j'ai mal et qu'on me dit c'est pas vrai, bon, j'allais dire, excuse-moi, mais si, à minima, je peux peut-être ne pas remettre en question ça. Ma parole. Et donc, je suis dans cet état de souffrance et d'isolement, vraiment, d'isolement complet. Et donc, tu changes de médecin? Je ne change pas de médecin, je vois plus de médecin. Tu vois plus de médecin pendant 5 ans. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que tu recommences à voir quelqu'un? Alors, en fait, déjà, entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que au hasard d'un régime, vraiment, je fais un régime avec ma cousine. On se dit, on a un peu de kilos à perdre, faisons ça ensemble, on se motive. Et on part dans un régime hyperprotéiné. Je ne recommande pas, c'est pas le plus diététique, enfin, en tout cas, pas forcément le plus équilibré. Mais dans ce régime, on fait du 0 sucre. C'est ça. 0 sucre. Et là, du jour au lendemain, moi qui ai des douleurs, comme j'ai expliqué, qui sont assez intenses, là, je me dis tout à coup, plus de douleur, plus rien. Mais vraiment, pendant des mois. Et je me dis, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui se passe. Et là, je commence un petit peu à me renseigner. Donc, à cette époque-là, on est... Enfin, pas les débuts d'Internet, quand même pas. Mais enfin, bon, il commence à y avoir quelques sites qui sont sur les questions... de santé, etc. Et là, je commence à me renseigner en disant, mais c'est quoi le lien? Moi, j'ai changé mon alimentation et j'ai plus mal. Or, je sais que c'est une maladie inflammatoire. Donc, lien alimentation-inflammation. Et là, bim, je tombe sur un tas de références, d'informations, d'éléments factuels. Alors, moi, en plus, j'aime bien aller chercher les études scientifiques. Donc, je veux vraiment à chaque fois voir les sources et tout. Je me dis, OK, il y a des liens qui sont... Ouais, il y a des liens qui sont établis scientifiquement sur comment tu manges et les marqueurs inflammatoires, la stimulation de l'inflammation, etc. Et donc là, je dis, OK, très bien. Donc, je garde cette habitude. Moi, j'étais un bec sucré à la base. Et quand on est en plus en dépression, le sucre, c'est un réconfort. Et c'est une addiction. Et c'est une addiction. Donc, clairement, moi, comme je suis passée par ce régime qui fait que j'élimine le sucre, ça me permet de me désintoxiquer du sucre. Et donc, je maintiens cette bonne habitude. Et donc, je vais beaucoup mieux au niveau de mes douleurs, etc. Et donc, je revois un gynécologue parce qu'entre-temps, j'avais plus mal, mais je me rendais bien compte que, quand même, la maladie n'était pas partie, mais parce que je marchais comme un canard. Parce que... J'adore. Non, parce qu'en fait, je marchais en canard. Ouais, tu dis tout à l'intérieur de ton torse, tout est collé, quoi. Donc forcément, ça va jusqu'au pelvien, quoi. Voilà. Et je sentais en fait quand je m'asseyais ou quand je bougeais au niveau du bassin qu'il y avait quelque chose qui gênait. Donc effectivement, à un moment donné, à force de marcher en canard, j'étais comme bon, allez. Faut voir quelqu'un. Allez. Essayons. On y retourne. Et là, je vais à un autre hôpital. Je tombe sur un gynécologue plus jeune. Donc là, on est en quelle année? À ce moment-là, on est en 2012. Ok. Donc, première rencontre avec ce gynéco précédent, 2007-2008. Et là, on est en 2012. Alors, entre-temps, ce truc de changer d'alimentation, en fait, de trouver une solution qui est là, qui est aussi basique que manger, on le fait tous les jours, en fait. C'est ça. Et donc, t'es comme, mais pourquoi on m'a rien dit? C'est ça. Pourquoi on m'a dit, il n'y a pas de solution, vous allez souffrir toute votre vie, madame? Au lieu de dire je ne sais pas. Voilà. Et au lieu, une fois de plus, de faire preuve de cette curiosité intellectuelle. C'est ça. Et donc, moi, j'ai trouvé ces solutions. Donc, j'ai aussi, je retrouve un peu d'empowerment, quoi. Et donc, quand je vais voir, parce que si je vais plus voir les gynécos, c'est aussi parce que je me dis, j'ai plus envie de subir cette violence. J'ai plus envie qu'on me dénie ma douleur ou qu'on me dise juste il n'y a pas de solution. Et enfin, voilà, ce truc-là où ils me servent à rien, ces gens-là, qu'ils aillent se faire voir. Voilà, c'était pas forcément pertinent ni judicieux, mais en tout cas, c'était comme ça que moi, je le voyais à ce moment-là. Ils peuvent pas m'aider, j'ai pas besoin d'eux, quoi. Enfin, ils servent à rien. Donc, à ce moment-là, j'y vais avec mes gros sabots en disant, moi, maintenant, j'ai des solutions, je vois à peu près, j'ai appris. À ce moment-là, j'ai 25 ans, 26 ans, donc... je suis un peu plus armée sur ma maladie, sur comment elle fonctionne. J'ai trouvé des solutions par moi-même. Et donc, j'arrive chez ce gynécologue et je me dis, voilà, je veux qu'on fasse les examens, que vous m'opériez, mais je ne veux plus les traitements. J'ai mal supporté la première fois. Ça n'a pas aidé à diminuer les douleurs et ça n'a pas empêché la maladie de revenir puisque je suis devant vous aujourd'hui. C'est ça. Et là, il me dit, rebelote, si vous ne faites pas le traitement, je vous opère pas. Et là, je prends mes affaires, je me lève, très bien, merci docteur, au revoir. Et là, il me dit, attendez. Ah, voilà. Et là, il panique. Et là, je vois vraiment dans ses yeux, il y a ce déclic où, à ce moment-là, tout à coup, il y a l'humain. Là, avant ça, je crois qu'il était en mode automatique. Et à ce moment-là, il y a l'humain qui se dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui va pas, ça se passe pas comme ça d'habitude. À ce moment-là, il me dit, dites-moi pourquoi, comment. Et là, je pose les choses. Je dis, voilà, traitement fait, mauvais effet secondaire et pas de résultat, pourquoi est-ce que je le ferais rationnellement? Et là, elle me dit, ok, j'entends. Et là,
on commence à travailler en collaboration. Là, on Mmh. commence à poser un deal, en fait. Parce que du coup, on fait des examens, et effectivement, comme je dis, les examens, effectivement, c'était Tchernobyl à l'intérieur de mon corps. Waouh! Tout était collé, tous les Waouh! organes étaient collés les uns aux autres. D'où le fait de marcher en canard. Ouais, j'avais des kystes aux ovaires qui avaient la taille de mon utérus, de part et d'autre, donc j'avais 3 utérus dans le bas-ventre. Waouh! Donc c'était incroyable d'ailleurs que j'ai pas fait, une hémorragie, voilà, mais Tellement. c'était Bagdad, et donc Ouais. bon là, le gars, il dit: «OK, allons, go quoi, on va opérer tout ça», et il me dit: «OK». Il me pose le deal, il dit: «Voilà, moi j'entends, et OK, je vous opérerai, je vous demande pas de faire le traitement, mais si au niveau des kystes, j'essaye d'opérer, que je vois que c'est compliqué, que ça saigne, que machin, que je risque d'endommager vos ovaires, ça pour moi c'est ma limite». Il dit: «Moi je veux pas entamer votre réserve ovarienne, ça pour moi je peux pas faire. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fait l'opération, on essaye, je fais au max, et si ça fonctionne pas au niveau des ovaires, je m'arrête, et à ce moment-là, on voit après l'opération qu'est-ce qu'on met en place». Ça se passe. Je sais que l'opération, c'était nouveau une cœlioscopie, mais que ça a été une opération qui a duré 3 heures. L'anesthésiste est venu me voir en me disant, c'était chaud, c'était trash. OK. OK. Donc ça, en général, dans la médecine, on vous le dit pas, hein. En général, il dit: «Oui, ça va, tout s'est bien Ça s'est passé». bien passé, c'est bien. Voilà. Tu es là, tu as ouvert les yeux, c'est bien, c'est bien. Voilà, là, clairement, parce que quand j'ouvre les yeux, il me dit: «Ça va?» Je dis: J'ai très mal», et il me dit: «Non, mais c'est normal, c'était long, c'était compliqué, quoi». Donc je sais que c'était vraiment important comme opération, malgré que c'était une cœlioscopie. Mais surtout, après, le médecin vient, et là, il me dit: «Voilà, j'ai pas réussi à opérer les ovaires, ça a saigné, je me suis arrêtée, c'était ce qu'on avait dit. Est-ce que c'est OK pour vous de prendre le traitement, la ménopause artificielle, et cetera? Parce que sans ça, je peux pas opérer». La ménopause, en fait, à ce moment-là, elle va réduire la taille des kystes, en fait. Et là, j'ai dit: «OK». Là, j'ai dit: «OK», parce qu'en fait, c'était le deal, on en a parlé, tu m'as respectée dans mes demandes, c'était rationnel comme conversation, et donc j'ai accepté, et miracle, j'ai pas eu les effets secondaires aussi trash que j'ai eu la première fois. Donc comme quoi, il y a aussi ce truc que le traitement et les effets secondaires, c'est aussi relatif à comment tu perçois, ce Exactement. traitement comme une violence ou pas dans ton corps, quoi. Exactement, Et là, exactement. psychologiquement, j'étais armée pour ce traitement, j'étais accompagnée, et j'ai choisi ce traitement, en fait. On me l'a pas imposé, je l'ai choisi parce que c'était le deal, quoi. Vous l'avez choisi en concertation et du coup, lui, il était vraiment dans du soin. Il Exactement. était pas dans de la médecine, il était dans du Ouais, soin, ouais, quoi. ouais. Et donc j'ai pris ce Waouh! traitement, il a opéré les ovaires, on a tout nettoyé. Là, c'est une opération qui s'est plutôt bien passée, et en fait, à l'époque, j'avais un compagnon. Quelques mois plus tard, j'ai eu une grossesse qui a malheureusement fini en fausse couche, mais c'est vrai que je n'ai plus jamais eu l'endométriose, elle n'est pas revenue. En tout cas, alors ça aussi, c'était mon médecin, pareil, ce nouveau médecin m'a dit: «Je sais pas ce que vous faites, mais continuez». Donc tu vois, cette humilité de dire: «Je sais pas», Voilà, et en fait, c'est je ça, conçois que vous, en tant que patiente, vous avez peut-être plus de solutions que moi. c'est ça. Heu, Au-delà d'être en tant que patiente, c'est ta vie, en fait et donc tu as l'expertise de ta maladie et de c'est ton ça. corps. Ouais. Ouais, parce qu'entre-temps, du coup, moi, je continue à avoir une alimentation, anti-inflammatoire. Je continue à chercher au niveau des plantes, et cetera, et puis j'en fais mon métier. C'est C'est comme ça que je ça, deviens herboriste, en fait. Et d'accord. C'est comme ouais, ça qu'on se relève, en fait, de et cette ouais, épreuve. et bah, oui, et puis vraiment, moi, ce que je me suis dit, c'est que c'est pas possible qu'on me l'ait pas dit, il faut que ça se sache. Ce que moi, on Mmh. m'a pas dit, si je peux l'apporter à d'autres femmes, alors, il faut le faire, quoi, et donc j'en C'est fais pour mon ça qu'on est métier. là. Mais c'est ça, C'est c'est pour ça! ça qu'on est là. Je pensais que j'étais la seule, c'est exactement pour ça et c'est vrai vraiment je suis ravie de que tu sois là, je suis ravie que tu te partages parce que voilà, il y a aussi, hein, tous ces tabous autour des pathologies féminines, et de notre capacité à pouvoir nous reproduire en tant que femmes parce qu'apparemment c'est l'alpha et l'oméga de notre vie. Malheureusement, on arrive bientôt à la fin de l'épisode. Eh ouais. Mais on en fera un autre, on en fera Il y un a une autre. session 2, ouais, ouais. Il va y avoir des follow-up. Est-ce que tu peux nous dire, Jordania, sur tout ce qui est le sucre, je suis d'accord avec toi et moi-même, l'une des premières choses que j'ai dû faire, bon, parce que je prenais des très hautes doses de cortisone de toute façon, c'est arrêter sucre et sel. Mmh. J'ai jamais été un bec sucré, mais par contre, je me suis rendu compte qu'en effet, on va dire ma consommation de sucre, en tant que journaliste politique à l'époque, c'était surtout de l'alcool. Et que, bah ouais, l'alcool, en fait, au moment d'avoir tes règles, tu le payes. Et les mois sans alcool versus les mois avec alcool, j'ai vu la différence, quoi. Mmh mh. Et donc, moi, c'est ça mon sucre. Et pareil, je m'étais lancée
lancée dans un challenge 60 jours sans sucre et donc sans alcool pour moi. Et ça a vraiment aidé à me mettre sur les bonnes pistes, quoi. Ouais. Et vraiment, en tant que personne en maladie ou en tant que personne aidante aussi, les personnes qui sont expertes de nos vies, ça reste nous. Ouais. Et les personnes qui peuvent aussi trouver des solutions, c'est nous. Par contre, en effet, ce dont on a besoin, c'est d'accompagnement et de soutien et d'avoir face à nous des professionnels qui sont dans l'humilité intellectuelle, qui sont dans l'intégrité intellectuelle, qui sont dans la curiosité intellectuelle. Voilà, c'est ça qu'on demande. Clairement. Et donc, du coup, pour finir, j'ai plusieurs petites questions pour toi. Déjà, le titre du podcast, c'est « Je pensais que j'étais la seule ». Est-ce que tu pourrais compléter cette phrase ? Alors, je pensais que j'étais la seule, effectivement, à l'époque, à souffrir. Voilà. Et c'est pas le cas. Loin de là. Parce qu'on n'en parle pas, on n'en parlait pas non plus de toutes les femmes atteintes d'endométriose, 1 femme sur 10. Ouais. Donc, ouais, clairement, tu n'étais pas la seule. Qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi ? Je prends le temps de dédramatiser et de me dire que c'est OK de ne pas être performante, c'est OK d'être fatiguée, c'est OK d'être fragile. Parce qu'en fait, je pense que c'est aussi ce qui nous manque dans un monde patriarcal, c'est que je pense que j'ai vraiment fait un travail de philosophie sur la maladie et sur finalement, OK, la maladie, une fois que tu as un petit peu processé et que tu arrives à trouver un équilibre, finalement, est-ce qu'elle peut pas t'apporter une autre perception de la vie ? Et je pense que nous, les femmes, simplement avec le fait d'avoir notre cycle, nos règles, ça nous ramène à cette fragilité du vivant. Et c'est peut-être une leçon qu'on peut apporter aux hommes, en fait. C'est cette idée que c'est OK d'être fragile, parce que le vivant, c'est fragile, en fait. C'est précieux, fragile et vulnérable. Voilà, et c'est ce qui fait notre force aussi. Je suis d'accord. Moi, je me suis rendu compte aussi, et c'est pour ça que je fais ce podcast, et que j'offre ce lieu, en plus d'amplifier nos voix. J'ai fait ce travail aussi dont tu parles, et je me suis rendu compte que pendant longtemps, j'étais une guerrière. Mais du coup, j'étais une guerrière qui était alimentée par mes parts sombres, on va dire, et par mes douleurs de vie et mon parcours de vie compliqué. Et là, maintenant, je me sens plutôt comme une guerrière de la lumière, parce que je puise cette force dans ma vulnérabilité. Et quand je suis ancrée dans ma vulnérabilité, c'est là, en fait, où je me sens le plus forte, la plus alignée. Ouais. Et la plus vraie et authentique, quoi. Tout à fait. Et ça, c'est un cadeau extraordinaire qu'on peut s'offrir à soi et aux autres, justement, en se partageant en authenticité et en vulnérabilité. Donc vraiment, une fois de plus, merci d'être là. 2 dernières questions pour toi. La première, c'est justement, quels seraient tes conseils, tes recommandations, ton mot d'encouragement ou de soutien pour une jeune fille de 20 ans qui se retrouverait dans la même situation que toi, ou une femme plus loin dans sa vie, mais en tout cas qui a ça, où sa douleur n'est pas écoutée, où son corps n'est pas considéré. Alors, 2 conseils. Un conseil très pratique. Vraiment, l'endométriose, c'est une maladie inflammatoire, et donc ça concerne toutes les pathologies inflammatoires chroniques. L'inflammation, c'est le moteur de la maladie. Ça va souvent évoluer et s'aggraver par poussée inflammatoire. Donc, contrôler l'inflammation. Même quand on vous dit qu'il n'y a pas de solution, c'est un peu le principe de la maladie chronique, c'est qu'il n'y a pas de fin. Mais en fait, si vous contrôlez l'inflammation, vous, potentiellement, évidemment, ça peut parfois ne pas être le cas, mais ça va aider à réguler la maladie et peut-être à la stabiliser et à rentrer dans une certaine forme de ce qu'on appelle rémission de la pathologie. Essayez, et à minima, donnez-vous la possibilité de faire ces tests, de ces 60 jours sans sucre, etc. Et voyez, et au bout de 2 semaines, vous avez des résultats. Donc, c'est très encourageant. Donc, moi, ça, c'est vraiment le premier conseil. Si on doit mettre quelque chose en place avant d'acheter quoi que ce soit, c'est changer cette alimentation sucrée. Si on a une alimentation très sucrée, ça inclut les pâtes, le pain, les glucides. C'est ça, les glucides simples. Voilà. Tout ce qui est blanc, quoi. Voilà, exactement. Déjà, si on peut commencer par ça, évidemment, la nourriture industrielle, l'alcool, voilà. Premier conseil, très simple, très fonctionnel. Le deuxième conseil, ou je dirais plutôt une forme de message d'inspiration. Soyons inspirantes. Soyons inspirantes. C'est qu'en fait, l'endométriose, c'est une maladie qui met le highlight, qui met la lumière sur ce qui ne va pas dans notre société. Elle souligne la violence médicale, parce que c'est un parcours extrêmement violent médicalement, mais elle souligne aussi cette pollution aux perturbateurs endocriniens, et donc cette pollution industrielle qui est nourrie par un système capitaliste. Quand on vous dit qu'il y a des problèmes, qu'on est en train de
percuter toutes les limites planétaires, qu'on est en train de s'autodétruire et d'entraîner dans notre chute le vivant. C'est ça la réalité, en fait. C'est nous, en tant que femmes qui portons l'endométriose, nous sommes la représentation de cette réalité. C'est toutes ces augmentations de cancer, toutes ces augmentations de pathologies auto-immunes, ça c'est représentatif de ces déséquilibres que l'être humain est en train de systémiser. Et donc, j'allais dire, nous, on peut être les porte-paroles, les porte-flambeaux de cette lutte-là en disant, c'est pas des chiffres, c'est pas des... On parle aujourd'hui de Trump, de l'administration Trump qui définance les recherches scientifiques, parce que c'est du papier pour eux. Et ils peuvent dire, on va brûler le papier, et tout à coup, derrière, il n'y a plus de réalité. Non, la réalité, elle est là devant vous. Nous, on est porteuses de cette réalité, c'est dans notre chair, et on ne peut pas l'oublier. On la porte dans notre corps, voilà. Tout à fait. Donc, j'allais dire à ces femmes, et à toutes celles qui portent des pathologies, qui sont avec ce trait commun d'être liées aux perturbateurs endocriniens, c'est aussi de dire, vous pouvez être une force de changement dans ce monde, quoi. Vous portez une puissance sur laquelle on ne peut pas détourner le regard. Magnifique, magnifique. Merci, Jordania. Et alors, la dernière chose, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ouah. Carrément. Par où commencer? Vas-y, sors ta liste. Je jure. La paix, la joie, la félicité, si je peux avoir ça, et si on peut tout avoir un petit peu de ça, je pense que c'est bien. Je crois que c'est ce à quoi on aspire toutes. Oui, carrément. Et c'est pour ça, une fois de plus, que le podcast est là, créer cette communauté, rapporter de la joie, rapporter de l'espoir, pouvoir rire de ça comme on a fait aujourd'hui. Vraiment, merci d'avoir amené ta bonne humeur, ton sourire radieux et ton bonnet soleil comme ça, qui va très bien avec aussi ta personnalité. Et d'avoir accepté la première fois où je t'ai demandé si tu avais envie de venir déposer ce parcours assez lourd et où tu as tout de suite dit oui, quoi. Ouais. Oui, il faut partager, il faut pouvoir se dire, il faut pouvoir déposer parce que justement, on n'est pas seul. Comme tu disais, j'ai cru que j'étais seule, mais en fait, pas du tout. Que tu étais seule dans ta douleur, en fait, pas du tout. Parce que si peut-être toi, tes amis autour de toi continuent à vivre leur vie dans la vingtaine, et moi, j'ai ressenti la même chose avec la sarcoïdose. 2 mois à rester enfermée à la maison, tes amis qui viennent te dire coucou du bas de ta fenêtre comme ça, et la vie, tu sens littéralement qu'elle te passe sous les yeux et ça fait peur et ça angoisse, et en même temps, on n'est pas seul, quoi. Donc vraiment, merci beaucoup, Jordania. Et merci à toi d'avoir créé ce podcast, et voilà, merci à toutes les personnes qui écouteront. Merci.